Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner nos places. Je vous propose de nommer Yannick Le Swarn secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Donc Yannick, si tu veux bien procéder à l'appel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Stéphane Roudotte. Présent. Madame Bourbigo-Véronique. Monsieur Dubuis Yves. Madame Colovati Nathalie, en retard. Monsieur Laurent Frédéric. Monsieur Jacob Fabrice. Madame Melsquet Isabelle. Monsieur Bazir Philippe. Madame Perron Claudine. Monsieur Cap Dominique. Madame Metzger Corrigou Servan. Monsieur Jaouen Bruno. Madame Tournier Emmanuel. Monsieur Abivin Bertrand. Madame Lamour Axel, absente, donne procuration à Bertrand Abivin. Monsieur Herlédan Maxime. Monsieur Leroux Raphaël. Monsieur Seité Mathieu. Monsieur Elkaïm Jean-Philippe. Monsieur Richard Jean-Pierre. Monsieur Morvan David. Madame Guénéguès Françoise. Madame Ballanger Marion, en retard. Madame Le Goff Elisabeth, absente, donne procuration à Monsieur David Morvan. Madame Evin Annie. Monsieur Léost Erwan. Madame Enaf Patricia. Monsieur Balcon Jérôme. Monsieur Esselzo Éric. Madame Drivet Aurélie. Madame Belfadel Nora. Madame Bronec Monique. Madame Abalea Valérie. Monsieur Baot Stéphane, absent, donne procuration à Madame Nora Belfadel. Madame Baudouin Cécile. Monsieur Coitivi Yves. Monsieur Dissot Glenn. Madame Cuchel Émilie. Monsieur Lossoirn Yannick, présent. Monsieur Marek Taran. Madame Margogne Christine. Madame Monotte Gaël. Madame Morvan Gaël. Monsieur Oswald Christophe. Monsieur Posier Clément, en retard. Madame Morvan-Russier Catherine. Madame Thérom Pascal. Monsieur Quéré Michel, absent, donne procuration à Monsieur Emmanuel Savali. Monsieur Kerjean Gwenaël. En retard. Procuration jusqu'à 15h30 normalement. Ce n'est pas indiqué sur ma feuille. Merci. Monsieur Yvain Olivier. Madame Andrieux Catherine. Monsieur Baudiou Lionel. Monsieur Grandjean Pierre. Madame Leroy Claire. Madame Picard Eliane, absente, donne procuration à Madame Bronec Monique. Madame Guillotot Marivonne. Monsieur Kerasquet Alain. Monsieur Lebourzigo Mathieu. Monsieur Jézéquel Marc. Monsieur Lachuer Yvan. Monsieur Legal Sten. Madame Morvan Françoise. Madame Balcon Solène. Monsieur Hainaut Christophe. Monsieur Marziou Jean-Luc. Et Monsieur Savali Emmanuel. Merci, le quorum est atteint. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous nous sommes vus il y a 18 jours. Et je serai donc plutôt bref en cette ouverture de notre second conseil de métropole. En premier lieu, je veux simplement vous dire toute la satisfaction qui est la mienne, qui est la nôtre, de voir notre équipe, nos équipes s'installer petit à petit dans leurs fonctions, dans leurs compétences et les connexions se faire, l'architecture, le canevas, prendre forme ici à la métropole et dans nos communes. C'est tout l'objet de cette séance de conseil de métropole d'ailleurs, poser le cadre, installer les commissions thématiques, désigner les élus dans les instances et dans les organismes extérieurs pour se mettre en ordre de marche et au final aller au fond des choses. Et je veux une nouvelle fois remercier toutes celles et ceux qui rendent possible
L'organisation de cette séance a commencé par les services de la métropole qui concourent aussi à la mise en œuvre de notre mandat métropolitain. Je veux aussi remercier l'ensemble des groupes, pour certains nouvellement constitués, d'avoir su s'entendre, se positionner dans les commissions, proposer leurs représentants, en composant tout cela dans des délais contraints, un peu l'objet de ce début de mandat, donc soyons toutes et tous remerciés. 18 jours, c'est donc peu à l'échelle d'un mandat, mais ils ont été riches et porteurs d'une impulsion. Et parmi les avancées, il y a la volonté, le lancement d'une étude pour la prise en main par la ville de Brest de l'autorité de fourrière automobile, aujourd'hui dévolue à l'État. Alors n'y voyez pas strictement un sujet municipal de la ville de Brest, car par cette prise de compétence, il y aura des conséquences concrètes sur l'ensemble du territoire de la métropole, et j'en échangerai avec les maires pour construire justement cette proposition dans les toutes prochaines semaines. Les véhicules hors d'usage, donc dits communément véhicules épaves, sera dorénavant considéré comme un déchet et donc relevant des compétences métropolitaines, et le service d'enlèvement profitera donc à l'ensemble des communes qui en feront la demande. Sans transition, je l'ai évoqué lors d'une précédente séance, j'ai participé il y a 10 jours, et je voulais vous en rendre compte, à une réunion de travail avec le président de la République et son chef de cabinet en amont d'un dîner d'État en présence du président mauritanien qui envisage des collaborations territoriales avec le Pays de Brest et un certain nombre d'entreprises. Si les sujets évoqués dépassent pour certains le seul champ de la compétence métropolitaine, il m'apparaissait important de porter la voix de toute notre agglomération, d'un territoire tout entier. L'évolution de la délinquance d'abord, avec les renforcements d'effectifs de police nationale à Brest. J'ai aussi évoqué la question de la caserne de Guy Pavat, en accompagnement à la création d'une police municipale qui agira désormais en complémentarité d'action et non en substitution. Les investissements majeurs sur le port de Brest, en complément du développement de la filière d'éolien flottant, et en vue duquel l'ADEME, nous l'espérons, débloquera d'ici peu une enveloppe de plusieurs millions d'euros. J'ai évoqué également l'objectif de la grande vitesse pour lequel nous ne devons pas baisser la garde. Brest-Paris en 3 heures, un impératif pour combler le déséquilibre territorial, et plus loin, la relance d'un vrai plan pour l'accessibilité de l'Ouest breton, et j'appelle à la cohésion sur tous nos bancs. La montée en puissance de l'accompagnement de l'État sur les opérations de renouvellement urbain et de rénovation énergétique dans tous les quartiers. J'ai rappelé à cette occasion la situation très spécifique de Brest, ville détruite puis reconstruite, avec un patrimoine homogènement daté et qui nécessite des interventions majeures. L'Université de Bretagne occidentale, j'ai pu m'en entretenir avec son président en amont de ce rendez-vous, ses filières d'excellence dans le secteur notamment de la recherche océanographique, et notamment l'injustice territoriale, je ne vois pas d'autre terme, liée à la sous-dotation par étudiant comparée au niveau national. Il faut comprendre que quand on consolide cet ensemble, on parle de 20 millions d'euros en moins par an, et personne ne peut accepter cette inégalité de traitement au niveau national. J'ai enfin abordé la question du centre hospitalier universitaire, acteur prépondérant de la Bretagne occidentale, deuxième employeur public du Finistère avec ses plus de 6500 équivalents temps plein, et pourtant, là encore, pénalisé par l'insuffisance des subventions d'investissement de l'État, alors même que le CHU porte un programme d'investissement de plus de 420 millions d'euros dans les toutes prochaines années. Alors, loin de moi l'idée de noircir le trait, mais par-delà ces situations que je viens d'évoquer, c'est l'avenir de tout un territoire, de nos communes, de la métropole qui est en jeu. Son développement ou son déclassement. Il faut fédérer autour de nous, il faut pousser, sans doute plus fort qu'ailleurs, et surtout, il ne faut rien lâcher. Un mot enfin sur un dossier que je souhaite enclencher avec nos 8 communes, la refonte de nos politiques de proximité. Nous avons le plaisir de nous retrouver d'ici quelques jours avec l'ensemble des maires de la métropole, et c'est jeudi d'ailleurs, et j'aurai l'occasion d'évoquer cette politique de proximité avec vous, chers collègues maires des communes.
Mais j'ai d'ores et déjà demandé au service de travailler à une nouvelle approche qui sera vue bien entendu avec les maires et les vice-présidents, en plaçant les attentes des communes et des mairies de quartier de Brest au cœur du dispositif et leur permettant d'établir leurs priorités tout durant du mandat et d'apporter un câble plus souple et probablement mieux concerté. En somme, clarifier les clés d'entrée par commune, aller vers une logique de coproduction avec les maires et les adjoints de quartier, le tout avec cette double exigence, porter l'accessibilité universelle, l'inclusion et les personnes en situation de handicap, et également une approche transition environnementale et durable dans nos politiques d'aménagement. Défendre les fonctions stratégiques de notre métropole pour la faire rayonner, porter une métropole, une intercommunalité de projets en mettant au cœur de nos actions la proximité, la qualité de vie pour toutes et tous, sans exclusion. Et ce n'est pas la quadrature du cercle, mais c'est tout l'essence du projet métropolitain que nous allons porter ensemble dans les toutes prochaines années. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Baudouin. Oui, bonjour Monsieur le Président, merci, bonjour Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, nous tenons à réagir aux propos que vous avez tenus dans les colonnes du Télégramme le 23 avril, non pour le simple plaisir de réagir, mais bien pour apporter des éléments de débat et d'explication aux questions que vous vous posez. Le dernier Conseil de métropole a certes été long. Nous avons eu l'audace d'y user de notre droit de présenter une candidature à chaque poste dans le bureau de la métropole, dans l'espoir qu'au cours de ce processus, il apparaisse à toutes et tous que lorsqu'un groupe constitué est absent de cette instance, il y a un problème démocratique. Nous avons de plus eu l'outrecuidance de prendre la parole à chaque délibération pour donner notre lecture sur la chose. Monsieur le Président, enfin, vous n'êtes vous-même pas dupe de ce que vous dites. Aucune délibération dans ce conseil ou dans le conseil municipal d'ailleurs n'est anodine. Toutes les délibérations sont des sujets politiques. Et ce n'est pas nous, avec de mystérieux pouvoirs d'alchimistes, qui les transformons ainsi. Ces délibérations sont des sujets politiques puisque nous sommes une assemblée politique, composée de représentants du peuple, élus pour faire exactement ce que vous nous reprochez. La liberté d'expression des élus municipaux et communautaires est d'ailleurs reconnue comme un droit fondamental par toutes les institutions de notre République. Concernant l'un des sujets de votre prise de parole dans le Télégramme, la fusion technique de second tour des listes de la Gauche Unie et de Brest Insoumise, nous vous invitons à relire les très nombreuses communications faites dans l'entre-deux-tours si vous avez un doute quant à sa signification. Vous y trouverez bien souvent l'expression « indépendance totale » qui valait en cas de victoire comme en cas de défaite. Mais ne doutant pas un seul instant que vous avez parfaitement compris sa signification, rappelez encore en conseil municipal d'installation, confirmé ensuite par l'existence même d'un groupe Brest Insoumise, nous regrettons que vous jouiez les ingénus sur ce sujet. Enfin, Monsieur le Président, nous nous indignons du procès que vous nous faites. Nous ferions, selon vous, peu de cas des conditions de travail, des interprètes en langue des signes, des salariés qui filment nos échanges, des agents des services de la collectivité. Nous avons au contraire un respect total pour leur travail. Mais nous avons aussi un devoir absolu d'exercer notre mandat avec sérieux, détermination, dans le respect de la parole donnée à nos électrices et à nos électeurs, et dans le cadre des droits et des devoirs des élus métropolitains, tels que l'a conçu la République. Ce cadre, il nous concerne toutes et tous ici. Toutes et tous avons le droit à l'information, le droit aux prises de parole et le droit de nous présenter aux élections le cas échéant. Il est sain que cette parole serve aussi à éclairer les habitantes et les habitants de la métropole sur les enjeux des textes qui sont votés ici. Ces droits des élus communaux et intercommunaux sont essentiels pour préserver la démocratie locale, qui est, comme vous le savez, la brique de base de notre République. Cet esprit républicain, c'est toutes et tous ensemble que nous le ferons vivre au sein de notre Assemblée délibérante. Vous pouvez, en tout cas, sur ce sujet, Monsieur le Président, compter sur nous. Je vous remercie. Merci. Dominique Cap a demandé la parole. Oui, je n'avais pas prévu d'intervenir en ouverture, mais je crois que, juste pour préciser les choses, Madame Baudouin l'a dit au dernier conseil, elle redit, elle n'est pas présente au bureau communautaire. Ben non, le bureau, vous représentez 2 élus sur 66.
c'est ça, où on parle de démocratie, de représentation, etc. Bah, vous représentez 2 élus sur 66, et dont la proportionnelle au niveau du bureau et des différents groupes donne un nombre d'élus par groupe, etc. Et voilà, donc la représentativité. Si dans la minorité du Conseil, les minorités sont représentées, si vous avez choisi de ne pas être dans un groupe minoritaire où vous auriez pu être représenté, c'est votre choix. C'est pas le nôtre, c'est pas celui des autres élus. Donc, ben voilà, vous représentez 2 élus, et 2 élus, vous ne pouvez pas avoir 50% de votre groupe au bureau communautaire. Donc, les votes ont eu lieu, ils sont totalement légaux et représentatifs. Vous pouvez vous exprimer et ne pas être d'accord avec ce choix, mais c'est le choix des habitants, c'est le résultat des élections municipales et communautaires. Voilà. Et donc, nous sommes en ordre de marche, et nous allons effectivement tous débattre et travailler ensemble et faire avancer la métropole. Merci. Véronique Bourbigo. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour rejoindre les propos de Dominique Cap, Madame Beaudoin parle d'engagement sérieux. Moi, je demande vraiment où est le sérieux quand effectivement on pousse à rallonger la séance, alors qu'avec 2 élus sur 66, on sait bien qu'à la fin, il n'y aura pas d'élus de Brest Insoumise dans les membres du bureau. Comment on peut parler après de respect des interprètes en langue des signes, des personnels et des agents de la métropole? Ça m'interroge. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Madame Beaudoin. Oui, avec respect et sérieux, je vous reparle de l'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des commissions du conseil municipal, de même que celle des commissions d'appel d'offres et des bureaux, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée. Pour le Conseil d'État, il en résulte que toutes les tendances politiques doivent y être représentées, même si elles ne comptent qu'un seul représentant. La difficulté consiste donc à identifier les courants politiques existants au sein de l'Assemblée intercommunale. Je ne crois pas qu'il y ait eu une difficulté à identifier notre courant politique. Je vous remercie. Merci. Dans le prolongement de ce qu'ont pu dire Véronique Bourbigo et Dominique Cap, je crois qu'il y a plusieurs options. La première option est celle d'un débat serein sur le fond des choses, avec une réalité qui est celle de la constatation d'approches, de sensibilités et d'objectifs différents. Ça, c'est le débat. Aller vers des candidatures systématiques lors d'un vote pour ralentir l'opération de vote elle-même, et donc le Conseil, je ne sais pas comment le qualifier. Certains diront peut-être obstruction, d'autres volonté de se cacher, d'autres... Voilà. C'est votre droit le plus strict. Et je l'ai dit dans les colonnes du Télégramme en répondant aux questions qui m'étaient posées. C'est votre droit le plus strict. Je ne l'ai pas retranché. Vous avez fait ce choix-là. Nous sommes allés au bout de ce Conseil. Et permettez-moi quand même de souligner l'exercice et les conditions de travail des uns et des autres dans un Conseil qui dure plus de 8 heures. C'est tout ce que j'ai dit. 8 heures d'affilée. Alors, fort heureusement, nous avons fait une pause de quelques minutes, mais si ça doit durer comme ça tout le mandat, et qu'à chaque séance du Conseil de métropole, eh bien, on sera dans l'obligation de le faire, mais je ne souscris absolument pas à cette méthode. Absolument pas. Voilà. Mais c'est votre droit, et vous l'avez rappelé. Y a-t-il d'autres remarques? Madame Beaudoin. Du coup, si on souhaite avoir un débat, je veux bien qu'on ait un débat de fond sur l'article du Code des collectivités que je viens de citer. Très bien. Bah, écoutez, moi je vous invite à déposer un recours à ce moment-là si vous considérez que la loi n'a pas été respectée et que les différents codes s'appliquant à l'exercice de cette assemblée ne sont pas respectés. Et la justice tranchera. Voilà. Alors, Madame Bourbigo. Oui, enfin, je ne comprends pas bien, Monsieur le Président. Il y a des membres de la liste sur lequel Madame Beaudoin a été élue, qui siègent bien au bureau, aux proportions de ce que prévoit le Code des collectivités territoriales. Donc à eux de s'arranger entre eux s'ils veulent changer les membres du bureau et qu'on refasse une élection. Oui, parfaitement. Et par ailleurs, admettons que pendant le mandat, il y ait, je ne le souhaite pas, hein, je ne le souhaite pas, qu'il y ait des dissensions dans les groupes ici. Et donc les groupes
j'allais dire, se dispersent et d'autres groupes se créent. Que devrait-on faire? Redélibérer sur la composition du bureau, parce qu'au final, tous les groupes n'auraient pas été représentés dans le cadre des désignations. À un moment, il faut arrêter, je pense, un peu d'avoir des visions un peu étriquées. Puis surtout, il y a le fonctionnement de la collectivité qui doit prévaloir. Donc, imaginez un seul instant que chaque groupe se divise en deux. Et donc, on devrait revoir tout ça. Et au final, toutes les désignations dans les différents organismes et opérateurs de la métropole. Un peu de sérieux. Alors, je vois pas bien. Monsieur Oswald. Monsieur le Président, chers collègues, les textes sont clairs à ce niveau-là au moment de la création des différentes commissions et au niveau des créations au niveau de ces créations de commissions, la représentation et la représentativité politique se fait sur la base des groupes existants et pas sur la base des listes. Si vous faisiez ça sur la base des listes, vous auriez actuellement 6 groupes d'opposition, puisqu'il y a effectivement des élus issus de 6 listes différentes, une à Brest et 5 dans les autres communes. Donc c'est bien autre chose que vous avez utilisé pour déterminer ces représentations. Et il n'y a aucune logique politique à dire que Brest Insoumise devrait être assimilée à un autre groupe, comme ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà. Et pour répondre à Monsieur Cap, Brest Insoumise, c'est 2 élus sur 66, soit très exactement la moitié du Conseil. Le bureau, c'est un peu plus de la moitié du Conseil. Il est normal que la moitié de Brest Insoumise soit représentée au bureau. Je vous remercie. Merci. Moi, j'aimerais aussi rappeler tout simplement le fondement constitutionnel de notre pays. Il n'y a pas de mandat impératif. Donc, chaque élu de cette Assemblée est libre. Et à partir du moment où chaque élu vote, y compris pour la composition du bureau, il le fait en son âme et conscience. Par-delà même son appartenance politique et par-delà même son appartenance à un groupe. Nous sommes passés par un vote pour l'élection du bureau et pour la désignation dans les groupes. Voilà. Donc chacun est libre et cette Assemblée s'est exprimée, chaque élu s'est exprimé dans le cadre de la constitution du bureau. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, d'entamer l'ordre du jour de notre Conseil de métropole. Il me revient de vous présenter la première délibération avec la création des commissions permanentes du Conseil. Comment ? Non, il n'y a pas de PV. Le PV n'est pas... il sera présenté lors de la prochaine session. Et donc la composition et la création des commissions permanentes du Conseil de métropole. Je vous donne lecture des 4 commissions, avec première commission planification écologique, aménagement durable du territoire, transition énergétique, avec Philippe Bazir et Servan Metzer-Corrigou dans la présidence et l'animation de cette commission. Ils sont aussi Bertrand Abivin, Emmanuel Tournier, Jean-Pierre Richard, Axel Lamour, Valérie Yabalea, Mathieu Le Boursicot, Elisabeth Le Goff, Mathieu Seité, Patricia Enaf, Lionel Baudiou, Françoise Guénéguès, Françoise Morvan, Christophe Hainaut, Monique Brenec, Claire Leroy, Sten Legal et Taran Marek. Pour la deuxième commission, attractivité, développement économique, emploi, insertion et enseignement supérieur. Frédéric Laurent et Véronique Bourbigo, et compose aussi la commission Raphaël Leroux, Nora Belfadel, Jean-Philippe Elkaïm, Yannick Loswarn, Jérôme Balcon, Marie-Yvonne Guillotot, Fabrice Jacob, Marion Ballanger, Catherine Andrieux, Jean-Luc Marziou, Annie Evin, Émilie Cuchel et Gaël Morvan. Pour la commission Affaires générales, ressources humaines et dialogue social et finances, Nathalie Colovati et Bruno Jaouen dans la présidence, ainsi que Gaël Monotte, Aurélie Drivet, Catherine Russier-Morvan, Christine Margogne, Pascal Thérom, Alain Kerasquette, Maxime Herlédan, Solène Balcon, Marc Chézéquel, Glenn Dissot, Gwenaël Kerjean et Christophe Oswald. Et pour l'ultime commission, service à la population, grand service urbain, mobilité,
politique contractuelle, coopération des territoires et internationale. Yves Dubuis et Isabelle Melsquet dans la présidence et animation de commission, ainsi que Claudine Perron, Clément Posier, Yves Quativi, Éric Esselso, Stéphane Baot, Erwan Léost, David Morvan, Yvan Lachuère, Olivier Yvain, Dominique Cap, Pierre Grandjean, Eliane Picard, Michel Quéret, Emmanuel Savali et Cécile Baudouin. Y a-t-il des questions, remarques? Madame Baudouin. Monsieur le Président, chers collègues, la création de ces commissions est l'occasion de rappeler que ce sont des organes généralement peu transparents. En effet, aucun compte-rendu n'est fait automatiquement aux citoyennes et aux citoyens et les échanges ne sont pas de facto publics. Nous pourrions faire, c'est une suggestion, comme de nombreuses communes en France, à l'instar de Saint-Médard-sur-Île par exemple, et ouvrir nos commissions aux citoyennes et aux citoyens pour les faire participer. Nous pourrions organiser, de même que pour les conseils municipaux et métropolitains, la captation filmée de ces commissions ou, à tout le moins, une forme de compte-rendu public des discussions. Qui a posé quelles questions, qui a travaillé quel sujet, les prises de position publiques sont-elles raccord avec ce qui est effectivement fait en commission. À notre humble niveau, nous nous engageons à rendre moins opaque le rôle de ces commissions, à expliciter ce qui s'y discute. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que vous partagez notre sentiment et que la majorité métropolitaine aura également à cœur d'organiser cette transparence. Je vous remercie. Merci. Il y a des comptes rendus de commissions qui sont faits, transmis aux élus. Si vous souhaitez en faire la publicité, vous pouvez le faire dans l'exercice de votre mandat. Ensuite, en faire une publicité systématique et une information systématique. Je crois que ce n'est pas utile de surcharger le fonctionnement de la collectivité, puisque nous avons en convergence et en aboutissement ce débat et ce conseil de métropole qui, pour le coup, permet de clarifier les votes. Y a-t-il d'autres remarques, questions? Je vous propose donc de décider tout d'abord le vote. Oui, Servane Metzger-Corrigou. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, c'est avec une volonté d'action que je prends la parole aujourd'hui au nom du nouveau groupe Renouveau Citoyen. Notre groupe, directement issu du projet du Renouveau Quéror Alternative Citoyenne, sera indépendant, apartisan et résolument constructif. Notre boussole est le pragmatisme au service de l'intérêt général pour une métropole ambitieuse, démocratique, écologique et solidaire, capable de transformer les attentes des citoyens en solutions concrètes. Je salue et nous saluons la création des nouvelles commissions permanentes et tout particulièrement la commission planification écologique, aménagement durable du territoire et transition énergétique. Cette création témoigne d'une volonté de porter une vision systémique des enjeux environnementaux pour notre territoire. Aux côtés de Philippe Bazire et de l'ensemble des élus, nous nous attacherons à transformer les grandes orientations existantes en un véritable management de projet territorial. Je salue le travail mené par les élus des mandats précédents dans le cadre du plan climat et des autres documents, notamment le PLU Facteur 4. Et nous souhaitons aujourd'hui, au-delà de ces grandes orientations, que la planification écologique, au-delà d'une liste d'intentions, soit une stratégie rigoureuse, fixant des objectifs chiffrés, un plan d'action aligné précisant clairement qui fait quoi, assorti d'un dispositif de suivi comprenant des indicateurs concertés, réalistes et idoines. C'est ainsi que nous passerons d'un cadre global et théorique à une mise en œuvre contractuelle et opérationnelle. Notre vision est profondément transversale. Nous saluons votre volonté, Monsieur le Président, de faire de la transition écologique l'une des priorités de votre action, au même titre que l'égalité femmes-hommes et l'inclusion en faveur du handicap. Comme vous, nous souhaitons porter les enjeux climatiques au-delà du cadre réglementaire du PCAET pour les intégrer à l'ensemble des politiques publiques métropolitaines. Sur le fond, la priorité sera double, l'atténuation et la décarbonation, évidemment, avec mes collègues en charge des mobilités, de l'habitat, entre autres, mais aussi le renforcement massif du volet adaptation aux risques de notre territoire. Les risques climatiques, ils sont déjà bien présents et il y a urgence. En rade de Brest, l'élévation du niveau de la mer s'est accélérée pour atteindre plus 3 mm par an depuis 1990, soit 10 cm en 35 ans. Face à cette réalité et certains projets immobiliers sur notre littoral que l'on pourrait considérer comme anachroniques, il est impératif d'agir pour la résilience du territoire par un urbanisme maîtrisé, protégeant notre cadre de vie. Nous soutiendrons fermement le couplage des calendriers du PCAET et du PLUI pour reprendre la main sur notre projet de ville et de métropole en définissant avec les habitants un avenir qui préserve leur cadre de vie.
La réussite de cette transition repose sur l'adhésion et le consensus. Nous insisterons, et c'est notre ADN, sur l'importance d'une concertation citoyenne exigeante pendant l'ensemble du mandat pour bâtir un véritable contrat social de transition. Cette approche sera partenariale avec les habitants d'abord, mais aussi avec le renforcement de la contractualisation avec la région, les EPCI du territoire et les acteurs privés, qui sont les clés du développement de notre territoire. Tout ça pour dire, vous pourrez compter sur le groupe Le Renouveau Citoyen pour porter cette exigence et être un partenaire actif tout au long de ce mandat. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je voyais dans ma ligne de mire, mais vous ne pouvez pas le voir, Glenn Dissot qui hochait la tête. Donc il y a peut-être au final des rapprochements politiques quand même à opérer pendant le mandat. Il y a un sujet quand même, Madame Metzer-Corrigou, c'est que toutes les commissions sont importantes. Voilà. Absolument. Celle-ci et les 3 autres aussi. Donc tous les élus sont invités à se saisir bien entendu des enjeux et des projets qui concourent à faire de notre métropole un territoire de projets. Et là, j'en suis bien d'accord. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Je dois mettre au vote le principe d'un vote à main levée sur cette délibération, sauf si une personne s'y oppose. On sera donc dans l'obligation de procéder au vote à bulletin secret. Pour le principe de vote à main levée, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci. Et donc je passe au vote de cette délibération et donc la composition. Oui, on voit quelques regards de soulagement. Sur la délibération elle-même et la composition des commissions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 2 pour laquelle il y a eu énormément d'échanges entre les différents groupes politiques. Je demande à Véronique Bourbigo de bien vouloir nous la présenter. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, il est proposé avec cette délibération de financer les frais des groupes d'élus pour un montant total maximum de 14 850 € jusqu'à la fin 2026. En effet, l'ensemble des groupes disposera de 300 € par membre de groupe et par an et sera donc cette année de 225 € par membre sur la base de calcul de 66 conseillers de la métropole. Ce montant s'applique pour l'ensemble des frais de documentation, d'abonnement, de presse, de consommation téléphonique, de fourniture de bureau, de photocopie ou d'affranchissement. Il est réparti en fonction du nombre d'élus de chaque groupe et sera versé à compter de la date de déclaration de constitution des groupes. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Oswald. Monsieur le Président, chers collègues, c'est un satisfecit que nous vous adressons ici devant la clarté et la précision des informations données qui permettent de comprendre la répartition des crédits de fonctionnement de chaque groupe. Les délibérations des mandats précédents, que nous avons consultés afin d'avoir un élément de comparaison quant au montant alloué, n'étaient pas aussi clairs. Ces montants nous permettront de travailler au service et au plus près des habitantes et des habitants de notre métropole, d'où qu'ils soient, car nous ne représentons pas ici seulement le peuple brestois, mais également toutes les personnes qui habitent et vivent dans notre métropole. Nous voterons pour cette délibération. Merci. On mettra au procès-verbal en gras souligné que le groupe Insoumis est tout à fait d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, il n'y en a pas. Je soumets donc au vote cette délibération. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la délégation de compétences en matière d'autorisation d'urbanisme. Philippe Bazir. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le 16 avril dernier, le Conseil municipal de Brest a souhaité confier à Brest Métropole la délégation de la délivrance des autorisations d'utilisation des sols. Il faut maintenant concrétiser cette décision de la ville de Brest par une décision de Brest Métropole. Et c'est pourquoi, conformément à l'article L422-1 du Code de l'urbanisme, le maire est dans les communes couvertes par le plan local d'urbanisme l'autorité compétente pour délivrer au nom de la commune les autorisations d'utilisation des sols visées au Code de l'urbanisme. Quand la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, ce qui est le cas ici, et en accord avec ce dernier, l'article L422-3 de ce même code offre à la commune la possibilité de lui déléguer la délivrance des autorisations d'utilisation des sols,
qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de cet établissement. Notons qu'en l'espèce, le président de l'établissement public est vous-même, qui avez donc la double compétence de président de la métropole de Brest et de la ville de Brest. Cette délégation de compétences doit être renouvelée dans les mêmes formes après chaque renouvellement de conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. En ce qui concerne la ville de Brest, cette délégation de compétences a toujours été mise en œuvre. Depuis 2001, c'est-à-dire depuis que cela est possible, cette délégation a été ensuite reconduite en 2020 et tout dernièrement le 16 avril 2026 à la suite des dernières élections municipales. Cette délégation concerne les permis de construire, valant permis de démolir ou non, les déclarations préalables, les permis d'aménager, les certificats d'urbanisme, les permis de démolir et plus généralement toutes les autorisations d'urbanisme liées à ce pouvoir de police spécifique. Bien entendu, et pour rassurer ceux qui en auraient besoin, comme le prévoit l'article L422-3 du Code de l'urbanisme, l'avis du maire sera sollicité sur chaque demande de permis et de déclaration préalable. En conséquence, il est donc proposé au Conseil de la métropole d'accepter la prise en charge de la délégation de compétences donnée par la ville de Brest à Brest Métropole, représentée par son président au titre de l'article précité L422-3 du Code de l'urbanisme et dans les conditions fixées par le Conseil municipal de la ville de Brest le 16 avril dernier. Merci, c'est très clair. Y a-t-il des questions? Madame Baudouin. Monsieur le Président, chers collègues, la compétence urbanisme est, nous l'avons rappelé en conseil municipal brestois, une compétence qui touche au plus près les habitantes et les habitants de nos collectivités. On en veut pour preuve le nombre de collectifs en lutte qui, partout dans notre métropole, s'engagent pour préserver la biodiversité ou leur cadre de vie face à des opérations de promotion immobilière ou de création d'infrastructures qui ne vont pas toujours dans le sens du bien commun. Nous pensons qu'une politique communale d'urbanisme a tout son sens pour plus de démocratie et de lien avec nos concitoyens, alors que l'échelon métropolitain éloigne et technocratise le rapport avec les autorités organisatrices. D'autant que cette question centrale pour nos villes, organisées en réseau, transport, réseau routier, réseau d'eau, de chaleur, autant de compétences qui sont elles aussi déléguées à la métropole, passionne nos concitoyennes et nos concitoyens. La compétence urbanisme est également essentielle pour l'organisation de la lutte contre le changement climatique et la protection face à ses effets actuels ou très prochains, grignotage du trait de côte, canicule, inondations, tempêtes. Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne trouvons pas pertinent que la compétence urbanisme soit éloignée des habitantes et déléguées de la ville de Brest à la métropole. Et comme en conseil municipal, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Philippe Bazir, puis Dominique Cap. Monsieur le Président, chers collègues, certains s'offusquent donc de la délégation de compétences concernant les autorisations des sols de la ville de Brest et qu'elles puissent être confiées à la métropole, prétextant d'un prétendu manque de transparence et, selon eux, de démocratie. Cela n'est ni sérieux ni fondé. Sans engager de polémique, il convient de répondre brièvement à cette pétition de principe. Tout d'abord, il s'agit d'un dispositif légal prévu, on l'a dit tout à l'heure, à l'article L422-3 du Code de l'urbanisme, dont nul n'a jamais contesté ni l'existence ni les vertus. Ici, le maire de Brest est également le président de la métropole et, en tant que maire, il adresse son avis sur toute demande de permis et chaque déclaration préalable. Ainsi, il y aura même un double contrôle, celui du président de métropole et celui du maire de la ville de Brest. La ville de Brest a déjà délibéré sur ce point le 16 avril 2026 en reprenant en cela les décisions de 2001 et 2020 qui avaient en leur temps été adoptées à l'unanimité. Il n'y a donc pas de problème de démocratie à cet égard. Cette délégation permet en outre une meilleure articulation des moyens des collectivités locales, dont Brest. La métropole peut accompagner les porteurs de projets au quotidien, et notamment les avant-projets, le personnel adéquat étant à la métropole, notamment dans le cadre de la gestion unifiée du personnel. La métropole accueille tous les porteurs de projets en un lieu unique, au rez-de-chaussée de l'hôtel de métropole, et cela permet, outre une mutualisation des moyens techniques et humains, un accompagnement complet avec les services de voirie, les espaces verts
etc. Et donc, plus d'efficience et de facilité pour nos concitoyens. Enfin, les procédures sont identiques à celles que supporterait la ville de Brest si elle était seule pour prendre ces décisions. Le droit applicable, les modalités de contrôle, les voies de recours sont strictement identiques. Ainsi donc, la transparence est respectée en toute occurrence. Et ce serait d'ailleurs faire injure à la commission de transition écologique qui vient d'être nommée tout à l'heure que de penser qu'elle ne serait pas en mesure de reprendre les désirs et les souhaits des uns et des autres. Le principe même de la métropole conduit à cette solution de raison, de mutualisation, de solidarité et d'efficience. Je vous remercie. Merci Dominique Cap. Oui, en complément, Philippe Bazir s'est exprimé au nom de la métropole et de la ville de Brest, même si nous sommes en conseil de métropole ici aujourd'hui. Je crois, Mme Baudouin est une jeune élue, donc elle doit apprendre le fonctionnement de nos instances. Moi, ça fait 25 ans que je suis maire, je n'ai pas le sentiment d'avoir été dépossédé des projets qui se font sur ma commune de Plougastel, et je pense que les autres maires non plus. Dans le mode de fonctionnement de nos instances, dans chaque commune, il y a une commission d'urbanisme. La commission d'urbanisme regarde les dossiers, les suit, etc. Et donc, cela fonctionne. L'instruction est donc gérée par la métropole, et cette instruction, comme il a été dit, c'est bien, parce qu'il y a l'ensemble des compétences. Si on devait mettre en place des services d'instruction dans chaque commune, ça coûterait, je pense, beaucoup plus cher. Mais le pouvoir reste au niveau communal, notamment ce que j'appelle le pouvoir du crayon. C'est-à-dire que si un dossier ne convient pas dans une commune, quelle que soit la commune, il n'y a pas d'obligation de signer le permis. Donc, je crois que c'est dans... Et quand Mme Baudouin nous parle des collectifs en lutte, des gens qui s'opposent, etc., j'aurais bien aimé entendre, mais moi je le dis surtout, moi je reçois, et comme les autres maires et autres élus, tous les gens qui sont en attente de logement. Il y a une crise du logement qui est énorme, quel que soit le type de logement. Et aujourd'hui, il est important de prendre en compte effectivement le réchauffement climatique, la biodiversité, tout ça. Je suis d'accord avec ça. Mais je voudrais qu'on parle aussi des gens qui attendent avec impatience des logements. Je voudrais qu'on parle des délais qui sont beaucoup trop longs pour sortir aujourd'hui des logements. Et quand on voit des réglementations qui se mettent en place, il y a le ZAN qui arrive, il y a les logements énergivores qu'il faut reprendre, etc. Et on est pour que tout le monde ait des logements décents, mais c'est pas logique que ça soit aussi long. Donc il faut notre rôle à tous va être de simplifier pour que les gens qui attendent, les gens qui ont besoin, on cite tous les ans, on voit à la rentrée universitaire, rentrée scolaire, des jeunes qui sont aux abois pour trouver des logements. Moi, je vois les saisonniers aujourd'hui qui dorment dans leur camion parce qu'ils n'ont pas le choix. Certains, c'est par choix, mais d'autres, c'est pas par choix, c'est parce qu'on leur propose pas de solution. Donc, voilà, je trouve que sur ce sujet de l'urbanisme, il faut avoir une vision large. Oui, aux gens qui s'opposent, et il y a des procédures dans ce pays pour cela, mais oui aussi aux gens qui ont besoin qu'on leur donne des réponses pour avoir des logements décents dans des délais acceptables et à des prix acceptables. Merci, Madame Baudouin. Oui, je me réjouis que le dispositif sur lequel nous délibérons et nous allons voter soit légal. J'ai envie de dire encore heureux quand même. Par ailleurs, il faudra m'expliquer en quoi consiste le double contrôle réalisé par la même personne. C'est un petit peu comique. Et enfin, je vous remercie, Monsieur Cap, parce qu'il est vrai que votre expérience et votre sagesse m'inspirent, puisque si je ne fais pas erreur, votre commune ne délègue pas sa compétence urbanisme à la métropole, sinon nous aurions une délibération équivalente à voter pour Plougastel-Daoulas. Je vous remercie. Merci. Il y a du rapprochement insoumis Plougastel dans l'air. Non, plus sérieusement, c'est pour des raisons pratiques que cette délibération est prise. C'est aussi une assurance d'expertise, comme l'a rappelé tout à l'heure Dominique. Donc il y a cette cette double raison. Quant au double contrôle par la même personne, je vous rejoins. Je ne suis pas Dr Jekyll et Mr Hyde. Pour autant, il n'est pas interdit à différents moments d'avoir des appréciations, et mes homologues maires le savent
pertinemment des appréciations quant aux intérêts communaux d'un côté, tout en exerçant la présidence de la métropole de l'autre. Et c'est à ça que sert le débat intercommunal, à travailler ensemble et à converger. Alors d'ailleurs, je n'ai pas tout à fait compris votre volonté de retourner vers une politique communale, je vous cite, de l'urbanisme. Est-ce à dire que vous souhaitez un retour au plan d'occupation des sols? C'est assez curieux, parce que dans les démarches historiques de la métropole, comme dans toutes les intercommunalités, nous sommes passés au PLUI, et le UI est intercommunal, et donc vers des discussions entre communes et des convergences au-delà des simples projets d'habitat, de zone économique ou de permis de construire. C'est de partager ensemble un temps durant sur des objectifs. Le PLUI, facteur 4, a un certain nombre de transversales extrêmement fortes sur lesquelles les élus se sont mis d'accord. Et le PLUI est soumis au vote des élus, ici même, dans les communes, mais aussi à enquête publique. Et donc un commissaire enquêteur reçoit, lors de cette enquête publique, les habitants, les citoyens, les citoyennes, qui ont un certain nombre de remarques à faire. Et on voit que sur des projets nécessitant, des projets d'urbanisme au-delà du PLUI, nécessitant une enquête publique, même chose. Voilà, il y a des dossiers malheureusement qui parfois sont sujets à un certain nombre de débats, mais on voit que notre démocratie fonctionne. Donc moi, je ne suis pas favorable du tout au retour au plan d'occupation des sols. Par ailleurs, dans le cadre des documents d'urbanisme et des grandes trajectoires autour des enjeux de notre temps, il y a le PLUI, mais il y a aussi le SCOT, et il y a aussi le SRADET, qui, dans les assemblées adéquates, sont soumis au débat des élus, mais soumis aussi à enquête publique. Donc il n'y a aucune confiscation du débat citoyen, et je ne peux pas vous laisser dire ça. Voilà. Quant à un retour, je suis assez curieux, je vous savais, très sensible à un retour au régime municipal dans un certain nombre de métiers qui pour autant nécessitent une expertise professionnelle, mais je ne vous savais pas favorable à un retour à une politique communale de l'urbanisme et donc au POS. Y a-t-il des remarques, questions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de voter cette délibération. Y a-t-il des votes défavorables? Donc les Brest Insoumis. Y a-t-il des abstentions? Qui est favorable? Donc c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous passons en délibération de 4 à 6 concernant la commande publique. Et c'est à Véronique Bourbigo de nous les présenter. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Il est proposé au Conseil de métropole d'élire les membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres et d'adopter son règlement intérieur. Donc sont proposés comme membres titulaires Monsieur Frédéric Laurent, Madame Claudine Perron, Madame Émilie Cuchel, Monsieur Christophe Oswald, Monsieur CIT, et comme membres suppléants Monsieur Stéphane Baot, Monsieur Bertrand Abivin, Monsieur Gwenaël Kerjean, Monsieur Emmanuel Savali et Monsieur Marc Gézéquel. Enfin, il vous est proposé de décider d'adopter le vote à main levée sous réserve d'un vote unanime de notre Assemblée. Je vous remercie. Là, pour le coup, j'aimerais moi-même souligner la composition de cette CAO. Vous voyez qu'elle a une représentativité, pour reprendre les termes de tout à l'heure, qui extrapole même la question de la proportionnalité de la représentation des bancs de cette Assemblée. Bien aussi de le souligner. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de voter. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la 5e délibération. Véronique Bourbigo, toujours. Oui, Monsieur Oswald. Oui, de façon originale, ce n'est pas une intervention avant le vote, c'est une intervention après le vote. Et nous soulignons que quand il n'y a pas de souci démocratique, nous n'avons aucun problème avec le vote à main levée et rapide. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, nous saluons l'ouverture assez large concernant cette commission d'appel d'offres qui permet aux oppositions d'y siéger en nombre un peu plus grand que le minimum légal. Le rôle des élus dans cette commission sera de lever ce doute que peuvent avoir nos concitoyennes et concitoyens concernant les marchés publics. Ce lien de confiance est essentiel pour la bonne santé démocratique de notre pays. La rédaction des appels d'offres et leur répartition en lots est ce qui peut les ouvrir aux petites entreprises locales. Pour éviter les contrats bancals, notre attention est précieuse lors de la lecture des réponses aux appels d'offres.
Trop souvent, des entreprises tentent d'attraper un contrat public sans la capacité de le tenir. Notre vigilance collective améliorera à la fois la situation de la métropole qui investit et celle des entreprises de qualité. Nous espérons que la collectivité, par sa politique d'achat, pourra ainsi porter le dynamisme économique local. Je vous remercie. Merci. D'autres questions, remarques? Non, on passe donc à la délibération numéro 5. Merci, Monsieur le Président. Il vous est proposé d'élire les membres titulaires et suppléants des commissions concessions et d'adopter leur règlement intérieur. Donc, pour la commission concession grands équipements, sont proposés comme membres titulaires Clément Posier, Jérôme Balcon, Michel Quéré, Cécile Baudouin, Maxime Erlédan, et comme membres suppléants Yves Coitivi, Yannick Loswarn, Claire Leroy, Emmanuel Savali et Monique Bronec. Étant précisé que la présidence sera assurée par Jean-Philippe Elkaïm, vous représentant Monsieur le Président. Pour la commission concession attractivité touristique, port de plaisance et stationnement, sont proposés comme membres titulaires Raphaël Leroux, Stéphane Baot, Émilie Cuchel, Emmanuel Savali, Yvan Lachuer, et comme membres suppléants Isabelle Mesquette, Véronique Bourbigo, Glenn Dissot, Cécile Baudouin, Christophe Hainaut. À savoir que la présidence sera assurée par Madame Claudine Perron, en représentant Monsieur le Président. Et enfin, pour la commission concession grands services urbains, sont proposés en membres titulaires Éric Excelso, Isabelle Mesquette, Sten Le Gall, Taran Marek, Yves Dubuis, et comme membres suppléants Jean-Pierre Richard, Nathalie Colovati, Gaël Morvan, Christophe Oswald et Françoise Morvan. À savoir que la présidence sera assurée par Frédéric Laurent. Voilà pour les commissions concessions. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Baudouin. Monsieur le Président, chers collègues, ces commissions de concession sont d'une importance capitale pour nos collectivités qui, dans un choix d'intégration très fort, ont délégué des compétences essentielles à la métropole qui les délègue à son tour dans de multiples domaines, au privé, lucratif ou à des satellites de type SEM ou SPL. Le rôle des élus minoritaires métropolitains est donc celui d'être en vigilance dans le suivi de ces concessions, dans leurs conditions d'attribution des contrats établis. De plus, nous attirons votre attention sur le fait que toutes ces commissions se tiennent à huis clos en l'absence de tout contrôle citoyen. Elles ne font pas toutes l'objet de publications de comptes rendus et même lorsqu'elles le doivent légalement, leur publication n'est pas régulière. Par exemple, il n'y a aucun compte-rendu de la CCSPL de Brest Métropole, même sur l'intranet de la collectivité, depuis septembre 2024. S'est-elle réunie? De quoi a-t-elle parlé? On ne le sait pas. Nous plaidons pour la plus grande transparence possible dans ces commissions, y compris celle des concessions, pour donner plus de démocratie à notre métropole. Ces alertes posées, nous voterons pour cette délibération. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Je dois soumettre le principe de vote à main levée. Y a-t-il des personnes opposées au principe vote à main levée? Il n'y en a pas. Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Donc je vous propose donc de voter pour la composition. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. La 6, Véronique Bourbigo. Merci, Monsieur le Président. Il est proposé donc ici d'élire les membres titulaires et suppléants de la commission relative aux concessions d'aménagement et d'adopter son règlement intérieur. Donc sont proposés comme membres titulaires de cette commission d'aménagement Madame Nathalie Colovati, Jean-Pierre Richard, Taran Marek, Christophe Oswald, Marion Ballanger, et comme membres suppléants Frédéric Laurent, Bertrand Abivin, Michel Quéré, Glenn Dissot, Lionel Baudiou. À savoir que la présidence sera assurée par Madame Claudine Perron. Merci. Des questions? Oui, Monsieur Oswald. Monsieur le Président, chers collègues, les aménagements concernent l'immobilier et l'urbanisme. Ce sont les décisions du mandat qui engagent de fait la collectivité bien au-delà du mandat. C'est en cela qu'il est précieux que le sujet soit débattu dans un cénacle aussi large que possible, tant en nombre de personnes qui y siègent que par sa diversité politique. Il n'y a guère que les effets du changement climatique qui nous engagent sur des temps plus longs. Nous aurons à cœur d'éclairer les habitantes et les habitants de la métropole sur les enjeux qui y sont discutés, dans la limite, bien sûr, des obligations de confidentialité de cette instance. Nous voterons pour cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions
Remarques, il n'y en a pas. Donc sur le principe de vote à main levée, y a-t-il des oppositions? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Et sur la composition et l'installation de cette commission, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. La 7, Bertrand Abivin. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il est proposé au Conseil de la Métropole de désigner les représentants de Brest Métropole auprès de la Société d'économie mixte Brest Métropole Aménagement. Sont proposés comme titulaires à l'Assemblée générale Philippe Bazire et au Conseil d'administration Philippe Bazire, Frédéric Laurent, Stéphane Baot, Glenn Dissot, Servan Mesguer-Corrigou, Fabrice Jacob, Annie Evin, Françoise Gueneguès. Il est proposé au Conseil de la Métropole de décider d'adopter le vote à main levée sous réserve d'un vote unanime de notre Assemblée, de désigner les représentants de Brest Métropole au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de la Société d'économie mixte de Brest Métropole Aménagement, et d'autoriser les représentants de la collectivité au conseil d'administration de la Société d'économie mixte Brest Métropole Aménagement à présenter leur candidature à toute fonction, y compris à assurer la fonction de président. Merci pour cette présentation. Je tiens à signaler que pour cette délibération, comme pour celle à suivre, les candidats, titulaires comme suppléants, sont en déport. Donc vous pouvez rester à votre place, mais vous ne pouvez pas participer au vote. Donc sur cette délibération, ne peuvent participer au vote. Je redonne vos noms. Philippe Bazire, double titre. Philippe Bazire, Frédéric Laurent, Stéphane Baot, Glenn Dissot, Servan Mesguer-Corrigou, Fabrice Jacob, Annie Even, Françoise Gueneguès. C'est bon pour chacun, chacune. Je soumets au vote le principe du vote à main levée. Y a-t-il des oppositions? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Et donc, je soumets... J'ai vu. Je soumets au vote cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 8. Bertrand Abivin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, il est proposé au Conseil de la Métropole de désigner les représentants de Brest Métropole auprès de la Société publique locale Brest Métropole Aménagement. Sont proposés titulaires à l'Assemblée générale Philippe Bazire et au Conseil d'administration Philippe Bazire, Emmanuel Tournier, Bruno Jaouen, Mathieu Le Boursicot, Emmanuel Savali et Yves Dubuis. Considérant que dans le cadre de ces désignations, le vote à main levée est autorisé dès lors que le Conseil se prononce en ce sens à l'unanimité et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose. Merci. Donc même chose, les élus cités ne prennent pas part au vote. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Baudouin. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Brest Métropole Aménagement a pris une place centrale dans la politique d'aménagement de nos collectivités et des collectivités alentours, se voyant déléguer nombre de projets d'aménagement structurant la physionomie actuelle et future de toutes les communes dans lesquelles elle intervient. Ce géant donc de l'aménagement de notre territoire rend une fois par an un rapport à notre collectivité faisant état de certains éléments de compréhension. Mais pour avoir une vision claire et précise de l'action de Brest Métropole Aménagement, il est nécessaire d'y siéger. Nos collègues Glenn Dissot y siégera pour la SPL et Emmanuel Savali pour la SEM. Nous votons donc ces deux délibérations et nous serons également demandeurs d'avoir accès aux documents qui nous permettront de suivre toutes ces questions avec attention afin de remplir au mieux notre mission de représentant du peuple au sein de cette Assemblée. Je vous remercie. Merci, c'est noté. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Sur le principe de vote à main levée, y a-t-il des oppositions? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Et sur ces désignations et la validation de cette délibération, y a-t-il des oppositions? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Nous poursuivons avec les 9 et 10. Je suis moi-même en déport sur ces deux délibérations. Je demande donc à
À Yves Dubuis de bien vouloir les présenter, exercer la présidence de séance. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je vais donc vous rapporter ces deux délibérations et procéder à la mise au vote dans les mêmes termes que précédemment. Donc là, il s'agit de désigner les représentants de la collectivité au sein de Brest en Vue. Dans un premier temps, la SEM Brest en Vue. Il est proposé pour l'AG de désigner Clément Posier et pour le conseil d'administration de désigner Stéphane Roudot, Clément Posier, Maxime Erlédan, Raphaël Leroux, Isabelle Melscouet, Nora Belfadel, Aurélie Drivet, Véronique Bourbigo, Glenn Dissot, Patricia Hénaf, Christophe Hainaut et Olivier Yvain. Il est donc proposé, comme précédemment, de se positionner d'abord sur le principe du vote à main levée et ensuite d'accepter les désignations telles que proposées. S'il n'y a pas de... Monsieur Oswald, pardon. Oui, ce n'est pas une main levée pour s'opposer au vote à main levée. Monsieur le Président, chers collègues, une légende tenace présentait Brestem comme la ville dans la ville. Cette réputation était surfaite et la nouvelle marque, Brest en Vue, n'y change rien. Cette institution mérite plutôt le titre de la métropole dans la métropole. C'est bien ici qu'il y a tellement de sièges au conseil d'administration que les oppositions peuvent y entrer, et même qu'une seconde place, à la SEM, sur les 12, serait cohérente. Nous continuerons à porter l'idée que l'essentiel des services gérés par Brest en Vue reviennent à la collectivité et participeront autant que possible au suivi de la gestion de ce satellite. Je vous remercie. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions avant qu'on passe au vote? Non. Donc sur le principe du vote à main levée, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Et donc sur la liste telle qu'elle est proposée, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc ça, c'était pour la SEM. On va procéder de la même façon pour les représentants de la métropole au sein de la société publique locale Brest en Vue SPL. Et il est proposé pour l'Assemblée générale Clément Posier et pour le conseil d'administration Frédéric Laurent, Isabelle Melscouet, Jérôme Balcon, Stéphane Roudot, Clément Posier, Raphaël Leroux, Maxime Erlédan, Glenn Dissot, Patricia Hénaf, Christophe Hainaut. Est-ce que ça appelle des commentaires? Là aussi, non. Alors, on va mettre aux voix le fait déjà de voter à main levée. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien. Et sur la liste telle qu'elle est proposée, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Nous poursuivons avec Auduponant, la numéro 11, Véronique Bourbigo. Merci, Monsieur le Président. Donc, il vous est proposé de désigner les représentants de Brest Métropole au sein de la SPL Auduponant. Donc, sont proposés pour l'Assemblée générale un titulaire, Fabrice Jacob, et au conseil d'administration, 9 titulaires, à savoir Emmanuel Tournier, Axel Lamour, Bertrand Abivin, Glenn Dissot, Claire Leroy, Dominique Cap, Fabrice Jacob, Solène Balcon et Erwan Léost. Il vous est également proposé de procéder à un vote à main levée. Merci. Des questions, remarques, Madame Baudouin? Oui, Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération est pour nous l'occasion de rappeler que la gestion de l'eau pourrait être épique. Sans aller jusqu'à Gilgamesh ou Ulysse, le modèle EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, serait un modèle vertueux à installer en lieu et place de la SPL, Société publique locale Auduponant, et pourrait aboutir à terme à une régie directe. Car la complexité actuelle de l'organisation des compétences liées à l'eau et le manque de visibilité et d'efficacité qui en résultent sont fustigés par la Cour des comptes dans le chapitre 6 de son rapport de mars 2023 intitulé « Une organisation inadaptée aux enjeux de la gestion quantitative de l'eau ». Quels sont les défauts d'une SPL? Inventée dans un contexte de mise en concurrence avec le privé, le plus grand défaut des SPL est qu'elles sont un moyen de créer de nouvelles recettes sur le dos des habitants sans augmenter les impôts locaux. Car en effet, que payent les habitants aujourd'hui en payant leur facture d'eau à Auduponant? Ils ne payent pas que de l'eau, mais également une politique de sponsoring par exemple. Inversement, dans la gestion d'un EPIC, toutes les finances sont dévolues à son objet, ici l'eau et sa gestion. Pas la communication, pas le sponsoring, pas le marketing. Quand on investit 1 euro d'argent public dans l'eau potable, on veut de l'eau potable au robinet. Un point, c'est tout.
Un EPIC, contrairement à une SPL, ne paye pas l'impôt sur les sociétés, qui coûte 1 million d'euros par an à Eau-du-Ponant, et donc aux usagers. Voilà une ligne qui devrait figurer sur la facture d'eau. Enfin, ce mode de gestion se fait sans contrôle réel des citoyennes et citoyens par le biais des représentants et représentantes du peuple, puisque seul un petit nombre siège dans cette institution, sans mandat établi par l'Assemblée délibérante de la métropole, qui ne reçoit qu'une fois par an un rapport assez succinct du délégataire. Nous voterons pour la délibération qui permet à la minorité métropolitaine d'être représentée dans cette SPL à réinventer. Et nous nous tenons à votre disposition, Monsieur le Président, Messieurs les maires des communes de la métropole, pour étudier tous ensemble la question d'une transition vers un modèle plus vertueux au sein d'une commission extraordinaire. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Propose. Oui, Madame Cuchel. Excusez-moi, je vais juste apporter deux petites réponses à cette interpellation. Une société publique, une régie ou une DSP, c'est effectivement des fonctionnements différents. Mais avant d'avoir créé Eau-du-Ponant, je rappelle que c'était Vinci qui le tenait. Donc c'est aussi une façon... Veolia. Excusez-moi. Veolia. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste non plus du dossier. Mais Veolia, c'était, à mon sens, peut-être pas si... positif, on va dire, et on n'avait aucune visibilité. Eau-du-Ponant en SPL, ça permet d'être solidaire sur le territoire. Une régie, ça veut dire que ça ne peut appartenir qu'à la métropole, et Eau-du-Ponant, aujourd'hui, intervient à plusieurs endroits. La preuve, au moment de la sécheresse, la CCPI était bien heureux de nous trouver Eau-du-Ponant, et je pense que c'est important, en tant que métropole élue, d'être solidaire de notre territoire, qui est le pays de Brest, et qui n'est pas seulement les 8 communes de la métropole. Autre chose, la régie... On a un organisme en régie, et la régie, ça nous oblige à ne pas avoir de compte-rendu dans les conseils municipaux et métropolitains. Je m'explique, la Carène, aujourd'hui, est en régie. Elle ne voit jamais ce qui se passe dans ces instances-là. Tandis que les SPL, nous avons des comptes-rendus, nous avons des actionnaires, nous avons plein de choses qui permettent justement cette lisibilité. Et je pense que les SPL, si on en a créé plein de fois au dernier mandat, c'est justement par visibilité, par honneur et par solidarité de nos territoires. Merci. Et les 1 million d'impôts, les impôts, c'est ce qui finance les services publics. Donc je ne suis pas contre les impôts. Merci. Merci, Madame Baudouin. Oui, je me permets juste de remettre dans un contexte national. En effet, il y a quelques années, bien davantage de communes et de métropoles déléguées au privé à but lucratif de type Vinci ou Veolia la gestion de l'eau. Beaucoup ont fait la transition vers soit le modèle de la SPL, mais majoritairement vers la régie publique. C'est désormais ce mouvement-là qui est majoritaire dans le pays. Je pense que Brest et Brest Métropole auraient tout à fait intérêt à s'y inscrire. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Sur le principe de vote à main levée, y a-t-il des oppositions, abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Sur le fond de la délibération et les désignations, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous avançons avec la délib numéro 12. Maxime Herlédan. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, il vous est proposé de désigner à l'Atelier des Capucins, à la SPL, en tant que titulaire à l'Assemblée Générale Stéphane Baot, et au Conseil d'administration de désigner également 6 titulaires en la personne de Véronique Bourbigo, Yves Quativi, Jean-Philippe Elkaïm, Frédéric Laurent, Raphaël Leroux et Émilie Cuchel. Et sur la forme, il est proposé, si vous en êtes tous d'accord, chers collègues, de délibérer à main levée. Merci. Merci, Monsieur Oswald. Monsieur le Président, chers collègues, on entend souvent que les ateliers des Capucins sont la plus grande place publique couverte d'Europe. Pour qui vient y flâner, c'est bien à cela qu'elle ressemble. Un vaste espace de liberté pour les enfants et les adultes qui donne accès à des commerces et des services publics sous l'œil bienveillant des machines séculaires et des agents du lieu. Néanmoins, cette délibération rappelle que ce n'est pas vraiment le cas. Il s'agit d'un espace privé géré par une société à capitaux publics. Celles et ceux qui ont voulu y mener une campagne de sensibilisation sont restés avec leurs tracts sur les trottoirs devant l'entrée ou sur l'esplanade de la Fraternité. Le système éprouvé de longue date de déclaration préalable d'une manifestation sur la voie publique y est inopérant.
lors de la bataille contre l'augmentation de l'âge du départ en retraite à 64 ans, impossible de rejoindre la salle des machines avec le cortège. Encore une fois, l'expression citoyenne s'est arrêtée sur l'esplanade de la Fraternité. Pour y faire signer des pétitions, il faut un délicat mélange de discrétion et de bienveillance de la direction, donc tout l'inverse d'un lieu public. Nous souhaitons que les administratrices et administrateurs que nous allons élire pour gérer cette SPL puissent transformer les ateliers des Capucins en un véritable espace public. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Je n'ai pas spécialement à prolonger votre propos. Je rappelle malgré tout que chacune des personnes désignées ne prend pas part au vote, sur toutes les délibérations. Sur le principe de vote à main levée, y a-t-il des oppositions, abstentions, qui est favorable, unanimité? Et sur les désignations elles-mêmes, y a-t-il des oppositions, abstentions, qui est favorable, unanimité? Merci. Nous poursuivons avec la numéro 13, la SPL de restauration. Frédéric Laurent. Monsieur le Président, mes chers collègues, il est proposé au Conseil de la Métropole de désigner des représentants au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil d'administration de la Société publique brestoise de restauration. Au niveau de la Société publique de l'Assemblée Générale, on propose Madame Nora Belfadel et au niveau du Conseil d'administration, Madame Claudine Perron. Il est également proposé de procéder à un vote à main levée. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Baudouin. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération sur la SPL de la restauration scolaire nous permet de rappeler de nouveau notre attachement à la gestion publique directe des essentiels d'une commune et d'une intercommunalité. Autant nous sommes heureux que le modèle par délégation de service public soit arrivé à sa fin, autant nous sommes convaincus qu'il faut aller plus loin et mettre en place le passage en régie publique. Je ne répète pas les arguments en défaveur des SPL, mais c'est le même raisonnement que pour Eau-du-Ponant dont nous venons de parler. Cette discussion nous permet également d'aborder la question de la gratuité de la cantine scolaire, mesure que nous souhaitons porter au sein de l'intercommunalité. Car en effet, qui veut construire du droit doit proposer un même mécanisme pour tous, quel que soit son statut. Ainsi, aujourd'hui, personne ne se sent assisté ou privilégié quand il utilise sa carte vitale chez le médecin, parce que tout le monde y a droit. Il doit en être de même pour l'alimentation. Tout mécanisme discriminatoire, même positivement, revient à faire subir la violence du contrôle du statut de leur pauvreté aux plus précaires, en d'autres termes, à en faire des inégaux en droit. D'autres sujets autour de la restauration scolaire sont bien évidemment essentiels. Réussir à passer à une alimentation moins carnée, tout en gardant la même proportion ou davantage de produits issus de l'agriculture biologique. Parvenir au zéro déchet dans les cantines. Développer une production locale sur les terres agricoles de la métropole afin que nourrir les enfants soit prioritaire par rapport à nourrir les animaux d'élevage. Nous serons donc particulièrement attentifs à ce qui sera discuté au sein de la SPL Restauration scolaire. Une place seulement a été octroyée aux minorités métropolitaines et c'est trop peu pour assurer la transparence nécessaire et pour porter en son sein des questionnements nouveaux. Ainsi, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci, on a déjà eu le débat, je ne souhaite pas forcément lui redonner un peu de relief. Monsieur Dubuis a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, j'ai du mal à suivre le débat parce que la restauration scolaire, c'est une question éminemment municipale. Et tout à l'heure, j'avais cru comprendre que Madame Baudouin était attachée aux prérogatives municipales dans un certain nombre de domaines. Et c'est le cas en plein pour la restauration scolaire. Et si la métropole est adhérente très minoritaire à la société publique de restauration, c'est pas pour la production de repas, c'est pas pour gérer les cantines, c'est pour avoir la coordination avec un certain nombre d'autres questions. Donc je crois que les termes du débat qui viennent d'être posés sont des termes purement municipaux qui n'ont strictement rien à faire ici. Merci, je me permets là pour le coup d'abonder dans le sens d'Yves Dubuis. Effectivement, nous avons le volet projet alimentaire de territoire d'un côté, et puis aussi la capacité demain pour les communes qui le souhaitent d'aller vers de la mutualisation, notamment dans les commandes, et venir structurer des filières agricoles en bio,
souvent en bio, puisqu'il y a des objectifs de rechercher. Et c'est tout l'objet de la représentation des élus de la métropole dans cette structure. Madame Cuchel a demandé la parole. Oui, mais vous avez répondu en fait. Le choix de la SPL a effectivement été choisi par rapport à la régie parce que nous avons une cuisine centrale sur Brest qui fait 11 000 repas, qui peut faire 11 000 repas, qui est aujourd'hui qu'à 6 000. Donc on a une capacité de faire mieux et nous avons déjà des collectivités qui ont souhaité rentrer dans la SPL. Si on avait fait une régie, on n'aurait pas pu. La SPL le permet. Nous avons par exemple le maire de Gouesnou qui nous avait sollicité à l'époque et qui continue effectivement ce travail-là. Mais nous pouvons aussi, grâce à une SPL, pouvoir fournir par exemple l'alimentation et créer vraiment des filières bio, locales, fortes, notamment pour les autres cantines de la métropole, rien qu'en point de vue des produits. Si on était en régie, tout ça était illégal. Sur le choix éclairé de la commune de Gouesnou, je laisserai le maire s'exprimer s'il le souhaite, mais Christophe Oswald a demandé la parole. Oui, alors une entreprise publique à caractère industriel et commercial, c'est sous tutelle d'une collectivité territoriale ou pas territoriale, ça peut être à l'échelle nationale. Si ce EPIC avait été créé à l'échelle de la métropole, il n'aurait eu aucun problème à servir les écoliers aussi bien de Brest que de Gouesnou. La structure juridique n'est absolument pas un blocage. Je vous remercie. Mais admettons qu'il y a le principe de libre administration des communes, monsieur Oswald. Et encore heureux. Donc à chaque commune de décider quel modèle de restauration elle souhaite sur son propre territoire. On ne peut pas opérer une OPA, même amicale, sur la restauration scolaire des autres communes. Et je vois mes collègues qui abondent. Monsieur Oswald. Ce que je dis, c'est que si cette EPIC avait été créée par la métropole pour servir des repas à Brest, il n'y aurait pas eu besoin de détricoter ou de transformer massivement cette société pour l'étendre à Gouesnou avec la volonté du maire de Gouesnou de s'y inscrire, sans aucune obligation ni pour Plouzané ni pour Plougastel. Ah, l'EPIC l'aurait permis et l'EPIC est un outil parfaitement adapté pour ça. Et la SPL aussi. Ok. Maxime Erlédan. Là, j'interviens en tant que maire de Gouesnou, sachant que je précise que c'est le conseil municipal de Gouesnou qui a décidé d'adhérer, ce n'est pas forcément le maire à lui tout seul. L'ensemble des conseillers municipaux étaient particulièrement favorables à cette adhésion. Merci, et c'est ça aussi la coopération à l'échelle de la métropole, c'est d'avoir une capacité à avoir une géométrie variable. Là, pour le coup, cette géométrie est variable puisqu'il y a à ce stade que 2 communes intéressées sur la fourniture de repas. Il y a d'autres communes intéressées pour d'autres prestations à bâtir dans le temps. Dominique Cap. Oui, cette collaboration, en fait, elle date pas d'aujourd'hui. Là, on cite la restauration, mais sur d'autres éléments, on a depuis longtemps mutualisé des équipements, mutualisé des outils. Je pense à des compacteuses, par exemple, pour les terrains de football. On ne va pas acheter une décompacteuse chaque commune. Donc, il y a une commune qui a acheté la décompacteuse, c'est Plouzané. Les autres communes peuvent utiliser. Donc, la commune de Plouzané gère cette décompacteuse, fait l'entretien, met le personnel qui est nécessaire. Et puis, chaque commune, ensuite, paye en fonction des besoins qu'elle a. Et c'est un système qui fonctionne très bien. Et toutes les communes n'y sont pas. Celles qui ont souhaité venir sont rentrées sur ce sujet. D'autres n'y sont pas venues. Donc cette collaboration et cette mutualisation des équipements, ça fait déjà un moment qu'on l'a mise en place. Il faut peut-être, bien sûr, la développer. Comme le débat s'est prolongé, je rappelle que Nora Belfadel et Claudine Perron sont en déport sur cette délibération. Sur le principe de vote à main levée, y a-t-il des oppositions, abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Sur les désignations, y a-t-il des oppositions, abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la suivante. Servan Metzer, Corrigou. Merci Monsieur le Président. Il est proposé au Conseil de la métropole de désigner les représentants de Brest Métropole auprès de la société publique locale opérateur breton de tiers financement. Si
le vote à main levée est autorisé si le Conseil se prononce en ce sens à l'unanimité. Il est proposé au Conseil de la métropole de désigner des représentants au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de la société publique locale opérateur breton de tiers-financement en procédant à ce vote à main levée, avec pour titulaire M. Philippe Bazir, et au titre de l'Assemblée générale et au titre du Conseil d'administration, M. Philippe Bazir également. Merci. Donc Philippe Bazir est en déport. Y a-t-il des questions, remarques? Non. Si, Madame Baudouin. Alors c'est juste une précision par rapport à la délibération précédente. Nous nous sommes abstenus. Je ne sais pas si ça a été vu. Non, je ne l'ai pas vu. Donc je vous prie de m'excuser. Non, c'est moi nous. qui dois passer probablement Je crois chez qu'on a l'ophtalmo. Alors, un levé trop bas. Voilà, s'il vous plaît. Merci. On est loin. Vous êtes loin. Ouais, au propre comme au figuré, Madame Baudouin. Y a-t-il... donc, par contre, on prend note. Et je demande à mon cabinet de me rappeler de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. J'en étais à la numéro 14. Sur le principe de vote à main levée, je crois que nous avons voté. Non? Oui? Non? Bon, on le fait dans le doute. Non, Y pas a-t-il encore. des oppositions? Abstention, qui est favorable? Donc favorable au vote à main levée. Et sur la désignation de Philippe Bazir, qui est en déport, y a-t-il des oppositions? Abstentions? Alors 2 abstentions, là j'ai bien vu, merci. 2 abstentions, la Brest Insoumise. Qui est favorable? Le reste, je vous remercie. Nous passons à la 15, avec la Sembraise. Bertrand Abizin. Monsieur le Président, mes chers collègues, il est proposé au Conseil de la métropole de désigner les représentants de Brest Métropole auprès de la Sembraise. Comme pour les délibérations précédentes, le principe du vote à main levée vous est proposé et également proposé Philippe Bazir, titulaire à l'Assemblée générale, et Philippe Bazir à nouveau au Conseil d'administration. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. Sur le vote à main levée, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Qui est favorable, l'unanimité. Et sur la désignation à la Sembraise, donc en la personne de Philippe Bazir, pour le coup en déport, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc Brest Insoumise, qui est favorable? Le reste, elle est adoptée. Merci. Nous passons à la numéro 16. Philippe Bazir pour la SEMPI. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la désignation des représentants au sein de la Société d'économie mixte de portage immobilier, la SEMPI. Le Conseil de métropole procède donc aujourd'hui à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein des organismes extérieurs, dont la SEMPI. Le vote ce sera soit à main levée s'il n'y a pas d'opposition à cet égard. Et son candidat pour la SEMPI, Société d'économie mixte, au titre de l'Assemblée générale, Frédéric Laurent. Pour la SEMPI, Société d'économie mixte, au titre du Conseil d'administration, 5 titulaires: Frédéric Laurent, Fabrice Jacob, Bertrand Abizin, Christophe Oswald, Françoise Guénégueus. Il est donc proposé à notre organisme délibérant d'adopter le vote à main levée sous réserve d'un vote unanime de votre Assemblée et de désigner les représentants de Brest Métropole au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de la SEMPI et d'autoriser, le cas échéant d'ailleurs, les représentants de la dite collectivité au Conseil d'administration de la SEMPI à présenter leur candidature à toutes les fonctions, y compris à celle de président ou président-directeur général. Merci. Des questions? Monsieur Oswald, vous êtes en déport? Oui. Vous êtes en déport sur cette délibération. Je vous invite plutôt à passer votre intervention à Madame Baudouin, si vous le souhaitez. Non? Si? On pensait que le déport était valable pour le vote, mais que la prise de parole était non. possible. Non. Je vous déconseille de le faire. On accepte ce conseil.
Monsieur le Président, chers collègues, la CMP est un opérateur public important, enfin public, presque public. Il s'agit d'une SEM et elle porte aussi des intérêts privés, quoique minoritaires. Elle gère un vaste parc de logements comme d'immobilier professionnel. Elle est assez grande pour influer sur la vie économique de nos commerces et de nos services. C'est elle notamment qui est propriétaire du centre commercial du Pilier Rouge en grande souffrance. Et elle peut limiter le poids des spéculateurs immobiliers comme des principaux multipropriétaires. Monsieur Oswald transmet ses salutations à ses futurs co-administrateurs et co-administratrices et souhaite que ce mandat soit l'occasion de penser collectivement le rôle de ces biens presque publics dans le cadre de l'intérêt général de la métropole de Brest, de ses habitantes et de ses habitantes, de ses travailleuses et de ses travailleurs. Nous voterons pour cette délibération. Merci, je partage au moins une partie de votre propos. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas d'autres. Donc les personnes citées sont en déport. Sur le vote à main levée, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Et sur la désignation de nos collègues, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Oui, Monsieur le Président, il s'agit là aussi de nommer les représentants de la collectivité, d'une part à l'Assemblée générale, d'autre part au conseil d'administration de la Sotraval, et on va commencer par la Société d'économie mixte. Donc il est proposé pour l'AG de désigner Mathieu Seité et pour le conseil d'administration Emmanuel Tournier, Claudine Perron, Éric Excelso, Gwenaël Kerjean, Mathieu Seité et Jean-Luc Marziou. Voilà, il faut d'abord se prononcer évidemment sur le principe du vote à main levée. Merci. Des questions, remarques? Madame Baudouin. Oui, merci Monsieur le Président. Cette fois-ci, et contrairement aux délibérations sur lesquelles nous sommes abstenus concernant la SPL, opérateur breton de tiers financement, et la SEMBRAZE, eh bien, nous avons ici une représentation des minorités métropolitaines au sein de la SEM et de la SPL de Sotraval, Société de traitement et de valorisation des déchets sur le bassin de vie de la métropole. C'est bien. Mais cela ne nous console guère de l'enchevêtrement inextricable de toutes ces sociétés, mi-publiques, mi-privées, qui contribuent à opacifier les choses. Nous respectons cette mission de service public et les agentes et les agents qui la remplissent. Nous ne sommes néanmoins pas du tout convaincus que ces modèles soient à pérenniser. Ces alertes posées, nous voterons pour les 2 prochaines délibérations. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Sur le principe de vote à main levée, y a-t-il des oppositions? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Sur la désignation de nos collègues, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. La suivante, Yves Dubuis, toujours. Oui, Monsieur le Président, on prend à peu près les mêmes et on recommence. Donc il s'agit ce coup-là de désigner les représentants de la collectivité au sein de la SPL Sotraval. Et donc il est proposé pour l'Assemblée générale Mathieu Seité et pour le conseil d'administration Emmanuel Tournier, Claudine Perron, Éric Excelso, Mathieu Seité, Servan Metzger-Corrigou, Gwenaël Kerjean et Jean-Luc Marziou. Merci. Les personnes citées sont toujours en déport. Sur le vote à main levée, y a-t-il des oppositions, abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Sur la désignation elle-même, y a-t-il des oppositions, abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la dernière délibération. Et là, pour le coup, il n'y a plus de déport. Sinon, à peu près tout le conseil sortait. C'est à Véronique Bourbigaud de nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le Président. Il est donc proposé au Conseil de métropole de désigner les représentants de Brest Métropole dans les organismes extérieurs dont vous trouverez toute la liste dans le tableau en annexe, ainsi que la proposition des représentants qui a été faite. Et j'espère que vous me ferez grâce de la lecture des organismes et des membres proposés. Chacune en a pris connaissance. Monsieur Oswald. Monsieur le Président, chers collègues, cette longue délibération offre un panorama intéressant des organismes publics et parapublics qui participent à la vie de notre métropole et pour lesquels notre métropole dispose d'une représentation. Nous comprenons, sans en être ravis,
que lorsque la métropole ne dispose que d'un siège dans un organisme, ce soit la majorité qui en dispose. La logique semble être que vous n'ouvrez de place aux oppositions qu'à partir de 5 sièges, comme le Conservatoire botanique ou le comité consultatif des partenaires. Pourtant, à une place sur 3 ou 4, vous vous assurez une majorité tout à fait opérationnelle et le débat démocratique gagnerait une représentation plus diversifiée au sein de Bretagne Mobilité, du PE Braise, du CIMED, du pôle métropolitain Loire-Bretagne ou des ententes intercommunautaires. Nous approuverons la logique générale de répartition proportionnelle des places entre les conseillers et voterons pour cette délibération. Je vous remercie. Merci. Juste une réaction, Monsieur Oswald. Bien des désignations opérées dans cette délibération correspondent au prolongement des délégations d'un certain nombre d'élus, vice-présidents ou conseillers délégués, et qui ont besoin de participer peu ou prou à des débats, des travaux qui extrapolent le territoire, bien souvent métropolitain. Donc il y a une forme de logique à ce que nous retrouvions un certain nombre d'élus, à l'exception peut-être des désignations dans les collèges ou lycées. Là, pour le coup, prévaut une logique de quartier, une logique territoriale, une logique d'intérêt peut-être aussi. Mais voilà. Les précisions que je souhaitais apporter. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Je mets au vote. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci. Quelques précisions. Le prochain conseil municipal se déroulera au mois de juin. Nous avions initialement fixé la date du 5 juin. Or, l'État nous demande d'organiser ce jour-là et uniquement ce jour-là les conseils municipaux pour désigner les grands électeurs, ce qui pose un certain nombre de questions dans l'organisation pour les communes. Donc je propose, avant de valider la date du 5 juin que nous avions préalablement fixée, d'échanger avec les maires sur leurs contraintes matérielles pour voir si 2 conseils le même jour, c'est envisageable ou pas. Donc on réserve la réponse d'ici fin de semaine. On aura la date de façon précise. Donc compte administratif. Et puis désormais, on me signale que vous avez la possibilité, et c'est même très très conseillé, d'utiliser vos moyens numériques et notamment vos tablettes via l'application Cabox pour télécharger vos documents. Voilà. Si ce n'est pas le cas encore, il y a la capacité à se former, à avoir un certain nombre d'informations sur l'usage de la Cabox. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques ni questions diverses, je vous propose de lever la séance. Merci.